Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ou Kambawa, comme le dit Francky. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, Alrami, Biscuit, Zigzon, Gringo. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en farsi, je vais avoir du mal, Gringo. Je vais avoir beaucoup de mal. Japonais, je peux essayer deux, trois trucs, mais c'est un peu casse-gueule, je le disais hier, mais farsi, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, on y travaillera. Salut à Antoine Dupes aussi, bonsoir à toutes et à tous, jour de coupe, épisode 18. Oui, épisode 18, j'étais en train de compter dans ma tête, épisode 18 ce soir avec une émission 100% Asie, parce qu'il n'y avait que l'Asie qui jouait aujourd'hui. Est-ce que Kylian sait comment on dit mental en mousse en persan? Non, je ne pense pas, je sais pas, on va lui demander, parce que je le disais, émission 100% Asie, donc on va accueillir Kylian Besson-san. Konbanwa minasan, Konya Yusuf Elal Oatsui Omoi Otodokimasu, Tensai Tekina Barain no Esu wa Zannen Nagara Guru Okimere Nakatta. Voilà. Bref, je peux le traduire par bonsoir à tous. Ce soir, j'ai une pensée émue pour Youssouf Elal, cet immense avant-centre star de son pays qui n'a pas pu marquer aujourd'hui. Voilà. J'ai checké ses stats parce que je tapais un peu sur lui. Quand même 8 buts en 49 matchs pour la grande star qui fait des chutes à son public. Voilà. Bref. Généralement, il y a une règle. Il y a quelques règles en football. Il y a la fameuse règle au moment d'un penalty ou d'une séance de loterie, course d'élan de merde, penalty de merde. Et il y a la règle chute à ton public, chute à ton niveau aussi, généralement. Donc, voilà. Bref. Voilà. J'ai vite fait compris, on va devoir travailler la prononciation, nous dit Xixon. Alors, je t'avoue que on va dire merci à Knights21O pour le follow et le goal de Panama. On va dire que si je ne me lance pas en japonais, je l'ai dit hier, c'est parce que à la maison ça parle japonais, hein, et que si je commence à me lancer à sortir 2-3 phrases en japonais avec le même accent que Kylian, parce que j'aurai à peu près le même, hein, on va pas se mentir, je vais me faire détruire, mais détruire. Donc voilà, donc là par exemple, tu vois, par exemple Kylian, je vais inviter ma fille à ne surtout pas écouter ton introduction. Non, mais c'est pour ça que j'apprends l'ouzbek, au moins comme ça personne ne pourra critiquer mon accent. C'est ça. Donc voilà, mais bon, bref, en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on va pas trop loin dans le japonais. Me concernant, je vais pas trop amender. En plus, je vais pas très loin sur les phrases non plus. Je savais dire quelques phrases comme ça. Mais bon, voilà, bref, écoutez, on va se focaliser sur cette journée, hein, cette journée de Coupe d'Asie. Journée très particulière parce que on s'attendait à des matchs très déséquilibrés. On va pas dire qu'ils furent très équilibrés non plus, quoique, parce que ça dépend. Ouais, voilà, c'est assez difficile. On va les analyser, on va prendre le temps. Et donc, voilà. Non, maintenant, le bonjour, comment allez-vous en farsi, c'est salam ale, choma chetor ast. Ok. Ouais, mais alors après, il faut la prononciation, gringo, parce que là, je viens de te dire. Parce que je pense qu'ils disent pas salam ali, a priori. Voilà. Salam ale. Salam ale. Hale, choma chetor ast. Je sais pas. Ouais. Bref, on verra. On va pas. Bon, on va se faire détruire par tous ceux qui parlent ces langues-là. C'est une horreur. Bref, bon, c'est pas grave. On est parti. On va revenir donc, je le disais à l'instant, sur les matchs du jour. On va commencer on va y aller dans l'ordre. Hein, on va être hyper originaux. On va commencer par le match du Japon, donc. Si je mets pas le visuel, forcément ça va pas vous parler, donc le voici, le visuel du match du Japon, avec la surprise, Kylian, hein, puisque je t'avais dit qu'on gardait la surprise, la possession, où je suis extrêmement surpris de voir une possession aussi serrée, très franchement. Voilà. Surtout vu le scénar après le 3e but, où tu as un peu l'impression que c'est parti un peu en YOLO, d'un côté. Bon. Oui. Voilà, vous voyez le score, si vous n'avez pas vu le match, match assez bizarre parce que toujours cette impression que le Japon est au-dessus, mais toujours cette impression qu'il est quand même toujours à 2 doigts de subir un accident. Et je commence à me dire que le Japon va pas changer et va potentiellement aller au bout en étant comme ça. Ça commence à me trotter dans l'esprit, ça. Bref, c'est un autre sujet. La grande question, ça va être de savoir s'il va pouvoir se permettre d'être comme ça jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on va pas se mentir. On parlera du quart après, mais pour moi, si ça continue, il y a moyen de passer le quart en étant comme ça.
Il y a un moyen. Alors, il y a Pierre qui est dans le chat, donc je sais qu'il va me chauffer avec Juan Antonio Pizzi, qu'il déteste, pour dire les choses très clairement. Voilà, donc voilà, on a eu une discussion. Si vous êtes sur le Discord, vous avez vu. Donc, il n'a toujours pas digéré de prendre 2-0 en 10 minutes avec sa Colombie face au Chili et d'avoir été sauvé par l'orage à la Copa América 2016. Sinon, il faisait comme le Mexique, il en prenait 7. Et donc, voilà, il a décidé que Juan Antonio Pizzi était un mauvais entraîneur. Voilà, bon, c'est pas grave. Le fait est que non, le mec n'a pas fait sa carrière sur un 7-0 face au Mexique. Il a accessoirement gagné la Copa América et il a failli gagner la Coupe, comment ça s'appelait, la Coupe des Confédérations en perdant sur une erreur de défense face à l'Allemagne. Mais il n'a pas fait que sa carrière là-dessus. Il a été champion avec San Lorenzo, avec la Católica. Voilà. Bref. Bon, on n'est pas là pour Juan Antonio Pizzi, même si son Bahreïn, on savait que le Bahreïn était limité. On savait qu'ils n'allaient pas. Oui. Ils n'avaient pas forcément les armes pour véritablement bousculer ce Japon-là, mais mine de rien, il y a un moment où ça aurait pu vaciller. Oui. Effectivement, il y a un moment où ça aurait pu, surtout au début, il y avait un bon pressing du Bahreïn. Globalement, une première mi-temps assez pénible, un peu. Enfin, pas pénible, mais on va dire que la deuxième est peut-être un peu mieux à ce niveau-là. Au moins, il y a eu plus de buts. Mais première mi-temps assez poussive des Japonais. Voilà, et comme tu le dis, parce que Xixon rebondit sur le chat là-dessus, sur le début de match, il les débouscule pas mal. Pour le coup, et voilà, on va revenir 2 secondes sur Pizzi. Pour le coup, il cherche à bousculer le Japon, mine de rien. Et c'est là où on peut aussi, parce qu'on est obligé de focaliser sur le Japon qui a été programmé pour être le grandissime favori, vu sa dynamique et vu ce qu'il a fait sur les derniers matchs, enfin pas sur cette Coupe d'Asie. Mais c'est là aussi où on s'aperçoit que dès qu'il est bousculé, le Japon a beaucoup de mal. Oui. Surtout que dès le début, la compo japonaise est très cohérente, je trouve. Alors pour le coup, oui. Voilà. Vu que en fait, le bilan des phases de poule a été mis dans cette compo, c'est-à-dire Ueda en pointe, titulaire, Atate au milieu à la place de Morita, parce qu'il a fait un très bon match à Atate contre l'Indonésie. Pareil pour Maikuma, du coup, qui joue à droite à la place de Sugawara. Et en défense centrale, Machida, je ne l'avais pas trouvé mauvais, mais finalement, ça part sur une Peritakura Tomiyasu. Sinon, après, bon, on va pas parler du poste de gardien, parce que ça, c'est à part. On va en parler justement après de Suzuki, voilà. Mais oui. Mais en fait, sur les joueurs de champ, c'est cohérent. Voilà, comme tu dis, sur les joueurs de champ, pour le coup, on a la sensation que les groupes ont servi à quelque chose, lui ont permis de définir quelle était pour lui la meilleure équipe à aligner. Et en fait, si on regarde un petit peu, on s'aperçoit qu'il l'a fait un petit peu de manière un peu continue, c'est-à-dire que tu vois, je pense à Dohan qui est arrivé, puis ensuite il a mis tel joueur, enfin tu vois, Ueda il l'avait mis au premier match si j'ai bonne mémoire, et puis il est pas au deuxième. C'était Osoya, donc Ueda il a joué que le troisième match en titulaire. Ouais, voilà, c'est ça. Où il a planté un doublé. Et tu as l'impression qu'il a fait ses retouches match après match pour trouver une équipe. Ce qui est assez particulier quand on voit la dynamique du Japon sur les préparations qu'il y a eu. Mais voilà, parce que c'est vrai que pour le coup, moi je la trouve, comme tu dis, équilibrée. Je pense qu'il a une retouche encore à faire. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est Nakamura. Justement, j'allais en venir. Bah vas-y. C'est marrant ça. Ouais, Nakamura qui a eu beaucoup de mal, surtout en début de match. Il a trop essayé, j'ai trouvé, de rentrer intérieur à chaque fois. Sauf que ça marche pas parce que le Bahreïn a un bloc solide et ça n'a pas fait. Des fois, du coup, à un moment, j'ai en tête, du coup, il continue de longer la ligne de touche, il repique pas. Sauf que le problème, c'est qu'il est trop lent dans ses décisions et tu as le retour du latéral dont j'ai oublié le nom. Globalement, Nakamura a beaucoup de mal à faire des différences. Pas aidé non plus par. Alors, je l'avais beaucoup encensé sur le précédent match, Nakayama, mais là, offensivement, j'ai trouvé très très limité cette fois-ci. Beaucoup de mal à se projeter, beaucoup de mal à quasiment aucune combinaison. Alors, pourtant, face à l'Indonésie, ce côté Nakayama, Nakamura, c'est ce qui avait fait la force du Japon. Du coup, bah voilà, beaucoup de lenteur dans ses décisions, Nakamura, et pas aidé par la personne derrière lui non plus. C'est sûr, mais comme tu le dis, beaucoup de lenteur. D'ailleurs, Xixon va dans le même sens, il joue à 2 à l'heure, et surtout une tendance à forcer individuellement, ce qui est, pour le coup, en plus, ça pénalise le jeu de l'équipe, parce que le Japon est quand même pas connu pour se reposer sur des fulgurances individuelles. Mais j'ai trouvé qu'il forçait de plus en plus dans son jeu au fur et à mesure que ça avançait, et bon. Ouais.
Ouais, possible que Mitoma finisse par prendre la place. Et pour répondre à Ritsu Dohan, je ne sais pas si c'est lié à l'affaire Ito. Le fait est que Dohan est entré en jeu, je crois, au deuxième match. Et il est titu contre l'Indonésie. Hein. Oui. Il fait pas un mauvais match du tout contre l'Indonésie en plus. Oui, donc ça peut faire partie de ces retouches-là. Je ne sais pas si l'affaire Ito touche la sélection. Je n'ai rien vu passer à ce sujet-là. Et puis de toute façon, c'est compliqué d'avoir des infos de manière générale avec les Japonais. En Coupe d'Asie encore plus. Voilà, ceux qui suivent la J-League savent à quel point c'est compliqué d'avoir des infos. Ah bah je confirme. Donc voilà, mais il y a peut-être un lien, je sais pas, sais pas. Franchement, je pourrais pas répondre à ta question. Ce que j'ai noté aussi sur cette première mi-temps, c'est que bon, Atate a pas fait avant sa blessure malheureusement. Atate faisait pas le match du siècle. Par contre, j'ai trouvé sur les corners qu'il les tirait très bien. Et ça change parce que même ces derniers mois, quand le Japon enchaînait les gros matchs, il y avait encore cette incapacité à tirer des corners corrects. Et là, j'ai un souvenir d'un où tu as corner d'Atate, la tête de Ueda, et c'est sorti une claquette de Lutfala. Première occasion dangereuse du Japon à la 10e minute. Et globalement, voilà. Et pareil, d'accord avec Zigzon aussi, contrairement à Kubo, qui tirait les corners de l'autre côté et qui était tiré n'importe comment. Oui, donc c'est dommage pour le Japon d'avoir perdu le seul gars qui savait tirer les corners. C'est vrai. On va saluer ma foi qui est arrivée dans le chat. Bonsoir à toi. Mais c'est vrai qu'elle est difficile à analyser, cette performance globale du Japon. Alors, on a senti que ça pouvait un petit peu vaciller. On va expliquer pourquoi dans un instant ça pouvait vaciller. C'est parce qu'il n'y a pas la sérénité requise pour pouvoir s'appuyer sur défensivement. On va en parler dans un instant. Mais d'un autre côté, ils auraient quand même pu largement aggraver le score. Tu avais la sensation aussi que quand ça accélérait, c'était très compliqué en face. Et puis on se doutait aussi, parce qu'on l'a dit, mais Bahreïn est parti en essayant de presser haut et de venir agresser. Ça pouvait pas tenir sur la durée. Non, ça pouvait pas ça pouvait pas tenir. Ça a tenu longtemps en première période, jusqu'à du coup l'inspiration de Seiya Meikuma qui frappe, ça tape le poteau, et derrière Dohan surgit, a un peu de mal à contrôler. Il pousse beaucoup son ballon quand il le récupère. Heureusement, la défense de Bahreïn est totalement figée sur place. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je pense, tu veux que je te dise, alors je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'ils jouent le coup du hors-jeu parce que Ueda, je crois que c'est Ueda sur lequel qui croise avec Dohan à ce moment-là, qui passe devant lui. Lui est hors-jeu. Et d'ailleurs, si Ueda lui avait pris la balle à Dohan, le but aurait été annulé. Ah oui, bien sûr. Et je me demande s'il s'arrête pas un petit peu, voilà, s'il s'arrête pas un petit peu pensant qu'en fait même Dohan est hors-jeu, alors que Dohan pour le coup ne l'est vraiment mais pas. quand t'es défenseur, est-ce que tu peux vraiment, je suis d'accord avec toi, mais on parle de Bahreïn avec ses limites et on sait que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut s'arrêter en disant il y a hors-jeu et on s'arrête de jouer. Oui, je suis totalement d'accord. Mais voilà. Du coup, il n'y avait pas hors-jeu. Dohan marque. Et la frappe est énorme. Hein. La frappe est énorme et on parlera après de Seiya Meikuma, mais il sort un match, encore un gros match. Et à un point où, franchement, ça confirme le fait que je préfère largement le voir lui pour l'instant sur la Coupe d'Asie que Sugawara à droite, en tout cas. Oui. Même règle défensivement. Parce que en première mi-temps, surtout en deuxième, je ne sais plus trop, mais en première, que sur les attaques de Bahreïn, ça passe systématiquement sur le couloir gauche du Japon. Sur le couloir droit de Meikuma, il n'y a rien qui passe. Mais il y avait déjà. Après, c'est vrai que pour le coup, ça a fonctionné. Il y a toujours ce souci dans les couloirs, côté japonais. Un peu moins, tu le dis, à juste raison, du côté de Meikuma aujourd'hui. C'est un souci à la fois défensif et à la fois offensif, en particulier à gauche. On parlait de Nakamura il y a un instant. On va saluer Kagawasaki57 qui vient d'arriver dans le chat. Premier message, bienvenue à toi. Ce que je voulais dire, c'est oui, ça pose aussi, on parlait de Nakamura qui a eu beaucoup de mal et qui a forcé, ça joue offensivement, l'équipe penche un peu à droite aussi, c'est compliqué quand t'es couloir gauche. Hein. Oui, c'est compliqué quand t'es couloir gauche, mais le problème c'est que du coup, quand tu mets un gars comme Nakayama, qui est un défenseur central de métier, latéral gauche, vu que le jeu en plus planche pas à son côté, tu devrais t'attendre à une performance défensive digne de ce nom. Oui. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. À un moment, t'as un but. Je crois qu'il est. Là, il y a la percée de. Non, c'est en seconde mi-temps. Mais en première mi-temps, à un moment, t'as Maroun qui décale Madan
enfin, pour profondo, je sais pas quoi. Et bon, derrière, il rate ça, il frappe directement sur Suzuki. Mais Ce qui Nakayama, est la seule frappe cadrée du Bahreïn pendant très longtemps. oui, oui, oui. Nakayama, on ne sait pas où il est sur l'action. Ça me fait un peu penser aux latéraux coréens, dans le Oui. sens où il n'a pas le droit de passer la ligne médiane, mais par contre, il n'a pas le droit de défendre non plus. Ben, en fait, on peut faire exact. Ouais, c'est ça. C'est un très bon parallèle parce que c'est exactement la même remarque. C'est-à-dire que tu as l'impression que s'ils passent la ligne médiane, ils s'autodétruisent, mais pourtant, ils arrivent à se faire prendre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est très particulier. On va remercier. Alors attends, parce que je veux pas. Usavik pour le follow. Merci à toi. Je pense que tu as fait genre de pas voir le message de Francky. C'est ça je sais Par pas de quoi rapport tu à parles. Maïkuma. Je ne vois rien. Moi, je vois juste Kawasaki salut et puis rien en dessous, je t'avoue. Donc voilà. Voilà, ça joue dans un grand club, ça, oui, bien sûr. Bien sûr, faut aimer les cerises. Et mais bon. Faut aimer dormir surtout. Oui, oui, bon. Petite anecdote, quand j'avais été la première fois que je suis allé au Japon en 2011, j'ai failli acheter leur maillot. Oh. Bah parce qu'ils jouaient en rose et Ah. ma fille était petite à l'époque et voilà, m'avait dit ah, trouve-moi un maillot rose. Même si elle n'était pas forcément couleur rose, mais voilà. Donc voilà, heureusement je l'avais pas trouvé. donc voilà. En plus de le prix des maillots japonais, bref. J'ai l'écharpe du Cerezo, elle est pas mal. Ouais, moi j'ai celle du Kyoto Sanga parce que je suis supporter du Kyoto Sanga, donc voilà. Bref, revenir sur ce Japon, donc on a perdu le fil là. Non, mais en gros, après le but, de toute façon, il se passe plus rien pendant des minutes, mais vraiment ce qui s'appelle plus rien. Fin de première mi-temps. Et du coup, par contre, début de seconde mi-temps, le Japon rattaque d'entrée, et pour le coup, le rythme que met le Japon début de seconde mi-temps, je le trouve pas mal. Oui, et provoque du coup la grosse erreur défensive. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très particulier ce Japon, parce que t'as la sensation que qu'ils peuvent accélérer, et que quand ils accélèrent, bah oui, ils vont faire des dégâts, quoi. Bah, vraiment, les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, tu les joues comme ça tout le match, bah, il y a 5-0 à la fin. C'est ça. Et d'un autre côté, quand tu vois ce qu'ils gâchent en fin de match, le match peut finir tranquille à 5-1, 6-1. Hein. Après, en fin de match, c'est différent parce que le Bahreïn est cuit, il n'y a plus rien. Mais, on sait aussi que le Japon a tendance à creuser les écarts sur la durée. Oui. Donc voilà. Et ce but, c'est là où c'est aussi très paradoxal, c'est que oui, Asano a bien gâché, mais bon, après, Asano met un joli but aussi, hein, le troisième, et il tombe à point nommé, et on va y arriver tout à l'heure à ce troisième but, parce que le troisième... le Japon mène quand même... C'est Ueda, pas Asano, le troisième. C'est Ueda, j'ai dit quoi? Oui, Asano. T'as dit que c'était Asano. Oui, c'est Ueda. J'ai dit une bêtise. C'est pas grave. C'est la fatigue. Qu'est-ce que je voulais dire? À 2-0, 49e, je crois, à peu près. Donc d'entrée de deuxième mi-temps. Tu te dis, le match est plié. Il a l'air de l'être. Oui. Sauf que Zion Suzuki. Voilà. Alors, déjà, avant de parler de l'intervention de Suzuki, on va déjà dire que sur le corner, Nakayama, qui est au marquage du joueur du Bahreïn, il est à 3 mètres. Donc je sais pas comment il veut espérer le battre de la tête en étant à 3 mètres de lui. Voilà. Derrière la tête, la claquette de Suzuki, elle est manquée. Il repart derrière lui. Il se rentre dedans avec Ueda. Et du coup, ça pousse le ballon au fond. Et d'ailleurs, le but a été donné CSC Ueda. Hein. Non, puis après, il a été remis CSC Suzuki. Mais pendant 20 minutes, il a été écrit CSC Ueda. Parce que moi, j'ai une feuille où il est toujours CSC Ueda. Mais bon. Parce que sur les sites, en tout cas, c'est écrit CSC Ok. Suzuki. Mais bon, je sais pas. Bon, mais quelque part, les deux, les deux participent. Donc, voilà. Mais même avant le corner, sur l'action d'avant, Suzuki fait n'importe quoi. Oui, aussi. Oui. Après, c'est un match particulier parce qu'on l'a dit, il n'y a eu qu'une seule frappe cadrée. C'est une pauvre frappe lointaine. Franchement, il se couche, mais je pense qu'il fait l'effort pour dire qu'il a plongé dans le match. C'est des matchs où il n'a pas grand-chose à faire. Hein. On va pas se mentir non plus. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Le problème, c'est que... parce qu'en plus, tu vois, tu dis, ouais, il y a le problème de marquage sur la tête. Enfin, la tête, c'est pas un danger, la tête, quand même. Bah non. Elle n'est pas dangereuse, cette tête. Non, mais rien que le fait qu'il n'y ait personne sur lui, moi, ça me dérange, quand même.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, juste je totalement ce que tu veux dire. avec un gardien entre guillemets dans le bon sens, franchement, voilà. Et on arrive à ce qu'on disait déjà l'autre jour parce que c'est pas la première fois dans cette Coupe d'Asie que Zion Suzuki n'est pas sécurisant pour sa Sur les défense. 4 matchs, en fait. C'est ça, en fait, sur aucun match. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire, il peut pas le sortir maintenant. Tu peux pas changer ton gardien maintenant. Il aurait pu le faire éventuellement sur le match de l'Indonésie. Parce que si ça marchait pas dans l'absolu, il disait bah non, mais je faisais tourner. Mais là, Moriyasu, il est bloqué jusqu'au bout avec Zion Suzuki. Et pour l'instant, ça fait quand même flipper quand tu arrives sur des matchs couperés quand même. Puis c'est que plus le temps passe, plus ça va être brouillé dans sa tête à Suzuki et ça sera de pire en pire en plus. Donc. Bah après, je sais pas dans quel état il est psychologiquement, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il n'a pas fait une seule intervention dans aucun match où il peut se dire voilà, c'est bon, ma compète est lancée. Il a quand même arrêté la grande frappe à ras du sol du grand Youssouf Elal, quand même. C'est vrai. Voilà. Mais bon. On le rappelle, 8 buts en 49 matchs avec le Bahreïn. Voilà. C'est important, c'est une précision importante. Oui. Et du coup, Ueda le gêne parce que les coéquipiers ont bien compris qu'il n'était pas fiable. Mais en fait, le problème de Ueda, il est à son poteau, en fait. Et il peut pas deviner que son gardien va faire n'importe quoi. Il n'y a aucune communication. Bah après, je veux dire, il est surpris, en fait. Parce que la tête, elle est pas dangereuse. Mais je veux dire, il n'y a aucune communication de Suzuki à Ueda. Non, parce que l'autre est en train de se. Bah après, le problème, c'est que Suzuki, il est en train d'essayer de rattraper sa boulette avec sa claquette. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Je comprends pas ce qu'il fait. Donc, il essaie une claquette, mais elle est pas assez claquée, quoi. C'est ça. Enfin, elle est claquée, du coup, quelque part. Elle est. Oui. C'est une claquette claquée, bien joué. Non, mais tu peux toujours changer, et là c'est nécessaire. Non, tu peux pas changer avant un quart de finale, surtout quand le quart de finale c'est l'Iran. Tu peux pas changer ton gardien sur un quart de finale. Enfin, moi ça me paraît. Bah oui, genre ça se fait jamais. Parce que ton gardien est dans la compète, alors ok, qu'il soit dans le bon sens ou pas, c'est une question, voilà, mais déjà tu mets qui à sa place et dans quel état, et le mec que tu vas mettre à sa place, il est pas rentré dans la compète. Et imagine le mec que tu mets à sa place, imagine qu'il se trouve, bah vas-y. Mais au-delà de ça, en plus, ce qu'il y a, c'est que sur les 3 gardiens convoqués, t'en as aucun qui a déjà fait une Asian Cup ni une compétition du genre. Donc voilà. À la rigueur, t'aurais un vieux briscard comme Eiji Kawashima. À l'époque. Tu te dis, allez, à la rigueur, je peux essayer, parce que le gars, il en a fait plusieurs des Asian Cup. Donc, même s'il n'est pas dans sa compétition depuis le début, c'est pas non plus déconnant. Là, t'as personne qui connaît ça. Donc, là, la seule solution, entre guillemets, en termes d'expérience, je parle d'expérience, pas en termes de sélection, parce qu'en termes de sélection, je crois que dans les gardiens, celui qui a le plus de sélection, c'est Suzuki, justement. Oui, Maekawa en a une et Nozawa en a 0. Voilà, c'est ça. Donc, dans l'absolu, tu mets quoi? Tu mets Maekawa à sa place, mais c'est trop tard. Puis surtout, en tant que supporter de Kobe, je peux le dire, Maekawa 2023, c'était super, mais c'est pas un gardien qui est fiable sous la pression, normalement, le reste du temps. Il n'y a rien qu'à voir sa saison 2021. Bref. Non, mais c'est ça. Quel signal tu envoies si tu changes maintenant? Oui, on est d'accord. Tu peux pas le changer. Il peut pas le changer. Franchement, il ne peut pas le changer. Voilà. Après, c'est l'éternel problème des gardiens japonais. On l'a évoqué déjà l'autre jour. On a évoqué le parallèle avec enfin, c'est pas le voisin, mais vous voyez ce que je veux dire, la Corée du Sud. Voilà, c'est pas un hasard si les clubs japonais attirent de plus en plus de gardiens sud-coréens. C'est pas un hasard. Donc voilà, il y a quand même un souci de gardien au Japon, faut le dire. Donc c'est pareil. Après les choix de Moriyasu sont ce qu'ils sont. Et puis je vais te dire, s'il va au bout, très bien pour lui, mais c'était compliqué au poste de gardien quand même. Ouais. Enfin bon, c'est dommage parce que c'est dommage oui et non, parce qu'après ce but, du coup, tu as le Japon qui va continuer un peu à pousser quand même, finir par mettre le 3e, percée de Maikuma, qui du coup la met à Yase Ueda, qui fait un petit crochet, qui élimine tout le monde et qui derrière va battre l'Otfala. 3-1, là le match est plié. Oui, complètement. Et après, Asano rentre, Mitoma rentre. T'as 2 gros ratés en fin de match. Ah, il y a des situations de surnombre totalement foirées, c'est à pleurer. Hein. Ouais. C'est à pleurer. Mais voilà, retour de Mitoma, oui. Non, Thomas Price n'est pas dispo, Pierre. Déjà, c'est Genzo Wakabayashi. Voilà. Voilà. Bien dit. Bah non, mais quand même.
un minimum, Pierre Gerbeau. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que je voyais, hein, pour 2 secondes, hein, je fais une parenthèse sur le revient en parenthèse sur le gardien. Oui, il y a Kosuke Nakamura qui aurait pu être appelé, Daniel Schmidt aurait pu être appelé, je vois les noms. Qui c'est qu'il avait appelé récemment aussi, le gardien du Centre Fray aussi, je crois. Ouais, Kisuke Sako, mais il était blessé. Ouais, c'est ça. Et puis Kosei Tani, ouais, effectivement. Kosei Tani, Tani, il est remplaçant des deux Belges. ouais, Donc, c'est ça, quoi. Donc, t'as- il a pas signé en J-League, là? si, il retourne en J-League, Il va mais. chez le promu, là, non? Ouais, ouais, ouais. Mais. Mais c'est pareil, en termes d'expérience, et dans l'absolu, c'est Schmidt, quoi. Oui, oui, oui. Après, tu peux même, en tant que hipster, j'aurais pu aller chercher le récemment japonais Park Il-gyu, qui sort une saison énorme en J-League. Il est japonais, maintenant? Oui, parce qu'il est né, enfin, il était né au Japon, nationalité coréenne, puis il a repris la nationalité japonaise. Vu Il qu'en a, Corée, c'est même pas la peine pour lui. il a pas déjà déporté le maillot coréen? Jamais. Ah ouais, t'aurais pu aller le chercher, parce que lui, pour le coup, c'est une Mm. valeur sûre du championnat. Mais bon, tu vas pas le Puis, chercher au moment de maintenant, quoi. non, oui, non, maintenant non, mais genre, en troisième gardien, peut-être ça aurait été. Rien que. Le problème de Suzuki, c'est peut-être qu'il se dit aussi derrière que non seulement il fait des bourdes, mais en plus, qui derrière lui, ça serait pas rassurant pour le Japon pour eux non plus. Je sais pas, enfin, je sais Ouais. pas, c'est compliqué. Ouais, non, non, c'est très compliqué. Franchement, le gardien, c'est très compliqué. Ouais. Voilà, pour dire les choses. Ouais. Parce que, et puis parce que la position de gardien, c'est facile une fois qu'on est dans la compète et on se dit, voilà quoi. Mais Mais il y avait peut-être Takaoka. oui, Takaoka, mais il est en MLS, donc Moriyasu, c'est pas que ça existe. Ouais, c'est ça, hein. Il connaît Voilà. pas encore. Non. Non, non. Depuis que Yoshida est allé, oui, c'est plus qui c'est. Ouais. Ma hiérarchie, c'est Nakamura, Schmidt, Park Il-gyu, Osako et Takaoka. Bah, nous dit Monsieur Cast. Ouais. Ouais, voilà. Mais ouais, non, mais parce que Takaoka, pour le coup, Ah oui, il a fait des sacrés perfs à Vancouver. et puis il en faisait déjà avant en J-League, Oui. donc. Sa saison 2022 avec Yokohama, c'est quelque chose. Bah ouais, c'est ça. Et il est parti en MLS au Whitecaps. Franchement, faut y aller au Whitecaps, hein. Donc, Ouais. Ouais. voilà, parce que bon, ça fait partie des équipes en MLS où on se demande à quoi elles servent. Mais pour le coup, après, en plus, il y a vraiment de très bons joueurs dans cette équipe-là. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Ouais. Mais pour le coup, lui, il a fait son taf cette saison. Mm. Donc Ouais. bon, il y a un problème de choix de gardien. Mais Problème bon, de gardien. voilà, pour clore la parenthèse gardien de but, bah il n'y a pas de choix. Ouais. Il est bloqué avec Suzuki jusqu'au bout. On ne sait Mm. pas où sera le bout de cette sélection, Ouais. mais elle est toujours quand même frustrante, hein, parce que on ne sait pas sur quel pied danser avec ce Japon. On sait pas, en fait, on ne Mais, sait pas s'ils sont capables de hausser leur rythme. mais juste pour finir pour le Japon, en plus, ce qu'on a vu pour ces huitièmes, c'est que autant j'ai eu l'occasion de beaucoup critiquer les gardiens en poule, autant il y a beaucoup de gardiens qui ont haussé leur niveau pour ces huitièmes. Donc, et qui vont continuer sur leur lancée en quart. Donc c'est d'autant plus risqué, enfin, d'autant plus stressant pour le Japon de se dire qu'au final, ce sera peut-être en quart la seule équipe avec un gardien qui est vraiment pas dans sa compétition. Ouais, parce que même chez les éliminés, hein, on parlait Ouais. du match d'Al-Qassar pour l'Arabie Saoudite Mm. face à la Corée du Sud quand il commençait à prendre un bouillon. Alors, côté qualifié, on parlait de Cho Yeon-woo qui, hier, pour le coup, a fait, voilà, Ouais. a mis les choses en place. Et Shoyuno, il est là. Mathieu Ryan, et même s'il n'a pas grand-chose à faire, il l'a fait. Pareil pour Beiravand, même s'il a provoqué un pénalty, on reviendra plus tard. Mais après, le gardien du Tadjikistan, Yatimov, bah, là, il a fait une compétition de fou furieux. Voilà, donc ah ouais. c'est Bah, d'autant en fait, plus. on le sait aussi, il y a un moment où ce genre de compétition-là, on va pas réinventer le football, ça se joue aussi avec le gardien. Mm. Et c'est vrai que sur les qualifiés, ceux qui restent en piste, À part l'Ouzbékistan, t'as que des équipes avec des gardiens solides. c'est ça. Donc voilà, attention quand même, attention. Mm. Surtout que on voit que ça se joue à des petits riens, hein. Il y a des matchs ne sont pas loin. On l'a dit, ce match, bon, Mm. ça aurait été quand même. On a dit le Japon vacille, mais le match est pas proche de basculer non plus, hein. Non, non, non. On va pas. Mm. Voilà. Après, bon, sur le Bahreïn, franchement, il me Mm. semble qu'ils étaient déjà en huitième de finale il y a 4 ans. Oh, sûrement, oui. C'est une équipe assez Qui c'est qu'ils avaient joué régulière. il y a 4 ans? Si tu me Ils laisses s'étaient 2 pas fait minutes. jouer contre la Corée du Sud ou quelque chose comme ça? Attends. Si tu me laisses 2 minutes, je peux te le dire. Alors, attends. Je sais pas s'ils perdent pas à l'arrache contre la Corée Ouais, du Corée Sud. du Sud, après prolongation. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Heureusement Ouais. qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Oui,
Ouais. Après, il y a quand même, voilà, malgré tout, sur les phases où ça jouait, on a quand même vu du coup, des bonnes choses au final. Moi, je pense que, enfin, même si Nakamura, avec le retour de Mitoma, bah, ça fera du bien. Ueda, 4 buts dans la compétition. Du Ah coup, bah de toute façon, pareil, lui, voilà. il a réservé la place, hein. Ouais, lui, franchement, et ça contraste vraiment parce qu'en club, depuis le début de saison, c'était plus que compliqué. Là, ça va vraiment, ça lui fait vraiment du bien la compétition et il donne vraiment tout pour le coup. Kubo dans l'entrejeu, un peu en électron libre, un coup à droite, un coup à gauche, pareil, ça marche bien. Voilà. Oui. D'ailleurs, un vieux sage m'a soufflé un proverbe. Oula. Hitori no take wa futari no kamada yori. Un take vaut mieux que deux kamada. Voilà. Il est très en forme. Il est injouable. Quand il est comme ça, il est injouable. Voilà, le but de Barini, c'est quand même un sacré CC, oui. À un moment, tu as remarqué que le Chili a raison d'écrire sur les formations en 4-3-3 ou plutôt que 4-3-3. Oui, bah oui, oui. Le gardien, c'est essentiel. Donc voilà, mais bon. En tout cas, c'est passé. Il n'y a pas non plus. Voilà, il y a ce petit point d'inquiétude défensif et gardien. Sinon, on voit qu'il y a quand même des choses qui se sont mises en place petit à petit. Pour l'instant, le Japon n'a pas eu véritablement non plus à forcer, parce que c'est ça le problème. Et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'ils sont capables de hausser le niveau? Parce que pour l'instant, ils avancent sans avoir besoin de le faire, en fait. C'est ça, et au final, on a toujours. Ce match, il a quasiment répondu à aucune des interrogations. On Non. reste exactement sur le même statu quo, enfin, même sensation qu'après l'Indonésie, quoi. Et est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu, est-ce que notre regard n'est pas un petit peu biaisé par tous ces matchs amicaux qui ont précédé, les branlées qu'ils ont mis absolument à tout le monde, Allemagne, Tunisie, Canada, tout le monde s'est fait étriller dans ces matchs amicaux. Et est-ce que du coup, notre degré d'exigence n'est pas trop élevé pour ce Japon? Parce que très franchement, quand on voit un Japon-Bahreïn, quand on est, et même sur leur phase de groupe, quand ils jouent contre le Vietnam ou quand ils jouent contre l'Indonésie, on se dit attends, ils mettent des branlées à tout le monde. Là, on va pouvoir s'asseoir et voir du but. Ça va être des sets de tennis. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu biaisé par ça aussi et qu'on oublie que ça reste quand même une grosse compète, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Puis après, on sait aussi que ces dernières années, le Japon tient aussi beaucoup à performer contre les équipes occidentales, on va dire. Alors que paradoxalement, continentalement, les résultats ces dernières années, rien que les qualifs, par exemple, à la Coupe du Monde 2022, c'est vraiment pas terrible. Donc, est-ce que le Japon est pas en train de se tailler un peu comme une équipe aussi forte face au football plus occidental, on va dire, plus européen, et en étant plus en difficulté face au football asiatique, qui est très particulier. Donc, je C'est sais pas pas. faux. C'est pas faux. Et c'est vrai que le parfait contre-exemple à tout ce que je viens de dire, c'est le match de l'Irak Mm. où pour le coup, ils se sont fait aussi déjà beaucoup bouger. Et on a vu que quand ils se font bouger, c'est très compliqué pour eux. Et leur quart de finale, on en parlera tout à l'heure, ils vont quand même se faire bouger en quart de finale. Ah oui. Ouais. Donc, il va y avoir un impact physique sur lequel il va falloir tenir quand même. Parce qu'on a bien vu, là encore, en début de match, on l'a Ouais. dit, quand Bahreïn décide d'essayer de les agresser avec ses moyens, bah, même avec ses moyens, ça fout un peu le bazar. Quand le Vietnam avait décidé de les bousculer un petit peu, ça les avait Mm. bousculés. Ouais, c'est compliqué, hein. Et c'est pareil, tu vois, il y a le côté, est-ce que quand tu joues des matchs un peu plus contre des Européens avec... et en plus, c'est des matchs amicaux, donc c'est pas la même Oui. intensité. Oui, en plus de ça, en plus. Donc, est-ce que ce Japon-là ne se fait pas piéger par un espèce de faux rythme qui lui a été dicté par ces matchs en amicaux? Je Mm. sais pas. C'est difficile, hein. Ouais. C'est difficile. Mais bon, en tout cas, voilà, le Bahreïn qu'on avait décrit comme étant l'équipe un petit peu cocu, hein, du groupe, hein, parce qu'il s'était quand même bien fait avoir par les, par les Ouais. Jordaniens et les Coréens. Ouais. Des Jordaniens et des Coréens qui seront en quart, pas le Voilà. Bahreïn. Ah, et Voilà. voilà. Même si pour le coup, ils ont pas eu un tirage entre guillemets. Enfin, ils ont pas eu, c'est pas un tirage, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont pas eu Ouais. un adversaire facile, hein, quand même, Non, ça c'est Corée du sûr. Sud. Et je suis pas sûr que ce serait passé pour Bahreïn face à l'Arabie Saoudite ou face à l'Irak. Non,
Donc voilà. On peut se poser des questions sur leur aptitude à monter le niveau. Oui, bah on a toujours, voilà, on continue de se poser la question, SBBR, c'est exactement ça. C'est là où on va en rester sur ce Japon-là. Voilà pour le Japon. On va regarder, on va parler du prochain adversaire, parce que le prochain adversaire pour le coup, c'était le deuxième match. Parce que c'est bizarre là, bizarrement, ils ont joué le même jour. Bon. Voilà. C'était le deuxième match, ce match entre l'Iran et la Syrie. Est-ce que Junya Ito jouera les prochains matchs? On ne sait pas trop. Monsieur Cass, on ne sait pas trop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas trop non plus, j'ai pas eu d'écho j'ai rien vu passer dans ce sens-là, à quel point l'affaire qui touche Junya Ito a des répercussions, dicte les choix de Moriyasu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Bahreïn va-t-il rester avec Pizzi? On verra. Je pense que Bahreïn a réussi sa compète, ils ont fini premier du groupe et ils perdent, ils se font pas laminer par le Japon. Donc je pense qu'ils sont assez satisfaits de leur campagne. Pizzi va faire les éliminatoires Coupe du Monde, je pense. Et puis voilà. Comme dit le proverbe, il ne faut pas il ne faut pas chercher Mehdi à 14h en quart. Bien joué, je vois qu'il y en a un qui est très fort. Notez, et j'ai mis le visuel, notez le choix de la photo quand même. Oui. Confédération asiatique, les amis, hein, le choix de la photo. Voilà. Marrant, ça. Ils sont forts, hein. Ils sont trop forts. Hein. Ils sont trop forts. Ouais. Voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mehdi Taremi, hein, la photo, qui s'est fait exclure. Donc, et qui était en larmes pendant la séance de tir au but. Voilà, parce que ses nerfs ont un petit peu, normal, hein, la tension était forte, parce que ce match. On avait parlé pour l'Arabie Saoudite, on avait dit anatomie d'un suicide. Là, c'est presque anatomie d'un craquage. C'est l'Iran. J'allais justement dire Jisatsu Obo Seiko Shita Sutori, l'histoire d'un suicide presque réussi. Et c'est incroyable. Alors, on va pas dévaloriser ce qu'a fait la Syrie d'Hector Cooper. On sait à quel point Hector Cooper peut être diabolique. Oui. Et il l'a montré jusqu'ici. Hein. La Syrie est parfaitement organisée, joue avec beaucoup de calme, je trouve. En 4 matchs, la Syrie, tu as quand même une victoire contre l'Inde. Bon, ça a apporté de beaucoup de monde. Un match nul contre l'Ouzbékistan. Un match nul contre l'Iran au bout de 120 minutes. Et il y a juste la défaite contre l'Australie. Donc, c'est quand même un sacré bilan pour la Syrie. Oui, complètement. Alors, ce qu'on disait par rapport à tout à l'heure au Bahreïn, en disant ils sont limités. Donc, vous gardez la notion de limite pour cette Syrie, évidemment. On n'est pas en train d'en faire un ogre continental, mais avec des joueurs qui savent exactement ce qu'ils doivent faire, qui le font parfaitement. C'est discipliné, c'est organisé, c'est cohérent. Il y a des limites, forcément. La limite, c'est que c'est toujours très facile de mettre un bloc qui coulisse bien, qui récupère les ballons dans les bonnes zones, qui parvient à le sortir de manière propre, mais dès qu'il faut commencer à être un peu plus créatif ou un peu plus talentueux pour créer des décalages devant, c'est plus compliqué. Bon. La fin de match. Oui. Oh là là. Bah oui, mais... On en parlera plus tard. Ouais, on en parlera après, mais bon. Mais d'un autre côté, eh bien c'est pareil. On a un Iran qui, très franchement, jusqu'à ce que ça parte en sucette, a fait ce qu'il fallait dans ce match. La première mi-temps de l'Iran, elle est bonne. Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des erreurs, il y a des ratés, mais ils ne sont pas inquiétés une seule seconde en première mi-temps. Non. Et c'est pareil. Alors, il y a l'ouverture du score peu après la demi-heure, si j'ai bonne mémoire. Ouais, grosse charge d'Ayamoussou qui vient contraster avec le reste de son tournoi qui était parfait. Malheureusement, il fait une grosse faute. Penalty, voilà. Et ouverture du score de l'Iran. Et globalement, la première mi-temps, même s'il y a eu quelques ratés, c'était nickel. Il y a eu un peu de mal quand même à rentrer. Par rapport au match contre les Émirats, ça combinait moins bien quand même, parce que c'était plus difficile de trouver des espaces. Parce que les Émirats, à la défense, on l'avait dit, c'était un enchaînement d'erreurs. Là, il n'y avait pas une seule erreur. Tout le monde était placé comme il faut. Du coup, pour trouver des espaces, le lien Azmoun-Taremi, il a eu du mal à se faire. Oui, après, c'est pareil. C'est lié aussi à la notion de manque d'espace. Parce que franchement, la Syrie défend pas mal. Hein. La Syrie défend même plutôt très bien. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ce bloc-là, il faut le bouger. Et voilà, c'était la difficulté. Mais franchement, la première mi-temps de l'Iran, il n'y a que 1-0. Et je suis en train de dire il n'y a que 1-0. Donc voilà, en vrai, avec 5 nouveaux joueurs de la diaspora qui jouent leur premier match avec l'équipe syrienne, je suis assez fier. Ça donne de l'espoir pour la suite, nous dit Syriaz. Ah oui, clairement. Après, tu as des joueurs, parmi les joueurs qui sont là, tu as des joueurs qui ont quand même
qui ont vachement apporté. On parlera de Sabag. Bon, moi, je suis pas un grand fan de Sabag, même si, voilà, il va gratter le penalty, mais derrière, il fait des choix. Je trouve que sur le coaching, en tout cas, il est très intéressant parce que, si tu te rappelles, pour la qualif contre l'Inde, c'est l'entrée de Ribin à la place de Sabag Ouais. qui donne la victoire à la Syrie. Ouais. Et là, c'est l'entrée de Sabag à la place de Ribin. Non, ou de Non, là, le changement, il est forcé, en fait. D'ailleurs, alors, c'est un choix, en fait. Enfin, alors, oui, non, non, oui. mais il y a un choix. Le choix, c'est parce qu'il a... comment il s'appelle? Attends, je vais retrouver. Al-Aswad qui se blesse. Ah, c'est Al-Aswad, pardon, autant pour moi. Oui, Al-Aswad se blesse, doit être remplacé. Et moi, si j'ai bien vu les images, parce que juste avant, on avait les Syriens qui étaient en train de s'échauffer, ils étaient 3 ou 4 à s'échauffer. Et Sabag, il est assis sur le banc, on lui fait enlever son chasuble, on lui fait mettre le maillot, il a même pas ses protèges et tout. Et donc, Hector Cooper, quand il doit faire le changement parce que l'autre est blessé, appelle Sabag, qui, je suis même pas sûr, se soit beaucoup échauffé. Si tu vois ce que je veux dire. Du coup, non, mais je t'avoue que c'était la partie du match que j'ai mais pour le coup, c'est un choix. Pour le coup, il fait le choix. Il pourrait très bien appeler un mec qui est en train de faire ses allers-retours depuis une demi-heure. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'au final, sur le premier match, c'était le changement tactique qui a payé. Et là, c'est exactement pareil. En fait, c'est l'entrée du joueur qui est. Enfin, l'entrée, elle a payé directement. Oui. Oui, complètement. Et en plus, il fait un choix, pour le coup, tactique. Bon, alors après, l'intelligence d'Hector Cooper, je pense qu'on la connaît tous. Hein. Je veux dire, voilà. Quel que soit le continent sur lequel vous vous promenez, vous l'avez déjà croisé forcément. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, il fait entrer un autre profil, parce que Sabag, c'est pas le profil de Mahmoud Al-Aswad, hein, clairement pas. Donc, il change aussi un petit peu son organisation à ce moment-là. Et puis oui, ça paye quasi tout de suite, en fait. Quasi tout de suite. Sabag, c'est un peu l'Everton Camargo de la Syrie. Ouais, pas à ce point-là, parce que, bon, mais disons qu'il fait pas toujours les bons choix devant. Au moins, il aura apporté plus de choses qu'Everton Camargo. Ah bah, Camargo, il a juste rien apporté. Si, à un moment, il a fait un tout droit, ça a fini en 6 mètres. C'est vrai. En tout cas, si la Syrie va en finale, mettez votre PL sur l'adversaire, comprendra qui comprendra. Je l'ai pas, celle-là. En rapport avec le coach, j'en sais rien. Je sais pas. Il perd souvent en finale, je sais pas. Bah, en tout cas, il perd toujours au tir au but, parce qu'il me semble que c'était lui à la tête de l'Ouzbékistan en 2019. Quand ils perdent contre l'Australie au tir au but. Ouais. Donc, et en 8e. Non, pas en 8. Si, en 8e. C'est en 8e l'Ouzbékistan en 2019. Oui, face à l'Australie. Oui, c'est ça, face à l'Australie, ouais. Ah ouais. Cooper a tendance à perdre ses finales. Ouais, mais là, il est... Ah, ok. La Syrie n'ira pas en finale de toute façon, parce que ce match, voilà. On va y revenir dans un instant, parce que bon, donc, on le disait, jusqu'ici, tout va bien. L'Iran contrôle son match, aurait dû tuer le match. Oui, surtout Azmoun. Encore une fois, on en avait parlé aussi contre les Émirats. Beaucoup d'erreurs de sa part, sur les frappes, surtout, malheureusement. Mais surtout sur ses frappes, il en rate plusieurs. T'as aussi Khayedi qui rate quelques-unes. Ouais. Même si, pour le coup, il a fait quand même un bon match sur son côté. À gauche, très, 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 très mobile. Mais voilà. Et puis, alors je sais pas, comme disait Xixon, je sais pas s'ils ont joué les mains dans les poches, mais il y a le penalty fait basculer le match, concrètement et véritablement. Alors, ce penalty, c'est très bien joué de la part de Sabag, que ce soit au niveau de l'appel, parce qu'il n'y a pas hors-jeu et ça se joue à rien, mais il n'y a pas hors-jeu. Et après, il joue bien le coup. Après, il y a une grosse erreur de Beravant quand même, parce que le tacle, il est sale. C'est fou, parce qu'en plus, lui aussi, il faisait une très bonne compétition. Et ouais, il a craqué sur cette action. Derrière, penalty. Et après, c'est l'Iran. Du coup, et voilà. Tout le monde panique. Et c'est ce que j'allais te dire. Et au-delà de la panique, ça pète un boulon. Et on l'avait dit, l'ennemi de l'Iran. On a fait que le dire. On a fait que le dire. L'ennemi de l'Iran, c'est l'Iran. L'Iran, si jamais... Et on l'avait dit en plus, en présentant ce match, on avait dit attention, parce que si ça devient un bourbier, ils peuvent exploser dans leur tête. Et ils ont complètement explosé dans leur tête. Plus d'organisation, un jeu qui ressemble plus à rien. Ils se sont fait forcément reprendre. Et puis... Pour autant, ceci dit, après, même s'il n'y a plus d'organisation, je trouve pendant un moment que la Syrie n'arrive pas à faire grand-chose quand même, malgré tout. Parce qu'elle reste très bas. Et oui, mais en fait, je pense que la Syrie, elle va se retrouver piégée. Elle va se retrouver piégée par l'exclusion de Taremi.
Oui, oui, Parce que mais oui, mais je parlais juste avant l'expulsion de Taremi, avant la course, on va dire, c'est qui provoque? C'est Sabag encore? Ou non, c'est l'autre entrant donc qui provoque la non, c'est gauche de Sabag Taremi. C'est l'exclusion, non? Sabag? Ouais, je crois. Je crois que c'est soit Sabag, soit Al-Dali, un des deux, je J'ai un sais plus. doute. On nous Ouais, dira dans mais le voilà. chat. Mais avant ça, je trouve que la Syrie, c'était pas c'était pas non plus encore Cooper, tu sentais que il était pas encore serein non plus, on le voyait un peu et tout. Et avant ça, je trouve que la série est pas très dangereuse. Sauf que du coup, tu as cette expulsion de Taremi qui Et change alors, absolument tout. mais alors, ce qui est quand même extraordinaire dans l'expulsion de Taremi, alors il y en a beaucoup qui râlent, machin et tout, mais Ah, ouais, elle est on parlait de malin. craquage. On parlait de Oui, craquage. Il a posé son cerveau, Taremi. oui. Il fait, je crois qu'il fait 2-3 simulations dans le match. Ouais, il y en a d'autres sûrs. Il y en a Voilà. 2 de sûrs. J'en vois une déjà en première mi-temps. Mm. Euh, et alors, il prend ce premier carton jaune parce qu'il fait une nouvelle simulation qui est encore plus grotesque que le reste. Oh non, mais là c'est incroyable ça. Et après, mais pourquoi? Pourquoi cette faute à cet endroit-là? Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Alors bon, ça c'est Voilà, ça montre à quel point l'Iran était et désorganisé. ça montre à quel Comment point il se c'est retrouve? parti. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. montre à quel point c'est parti dans tous les sens. Il est arrière droit. Oui, Pas ce ouais, qu'il il fout arrière là. droit. Je sais pas ce qu'il fout là. Mais pourquoi cette faute à ce moment-là? Il a peur de perdre à la 90e. Enfin, le Mais mec, en plus de ça, il est loin du en but. Et plus, puis c'est sa bague. Hein, mais on oui, sait ce qu'il va faire. Hein. Il va repiquer, oui. rater son crochet. Mais en plus de ça, il y a quand même du monde encore en Oui. défense, en Irak. C'est pas comme s'il partait seul au but. Sabag, il y a eu au moins 3 gars dans la défense positionnés pour intercepter Sabag. Sabag, c'est pas Messi, il va Ah pas non, faire non, du non. Et puis contre on sait derrière. Hein. et puis je peux t'annoncer ce qu'il va faire. Hein. Il va filer. Il va avoir un peu de temps à contrôler son ballon et dès qu'il va entrer dans la surface, il va essayer de fixer pour repiquer vers l'axe. Et il se fera Ouais. avoir comme ça. Parce que Ou alors il va voilà. frapper en tribune. Ou alors il va frapper en tribune très fort du gauche, mais en se fermant l'angle. Mais voilà, enfin, il n'y a pas de danger. Ah non. Et voilà. Mais c'est tellement. Enfin, c'est terrible. Hein. C'est très drôle de se dire que l'entrée de Sabag, au final, c'est juste par sa présence qu'il a fait basculer le match. Et d'ailleurs, Donc, je sais pas si tu as fait attention, je ne l'ai pas dit, mais est-ce que tu as vu le coup de la séquence du penalty? Parce que Sabag là, obtient le péno, donc oui, ça tergiverse, machin, parce que l'arbitre oui, n'avait pas vu péno, hein, ça s'est joué au oui, VAR. oui. Moi, il y a un truc que je trouve absolument scandaleux, c'est que, alors, il y a le péno qui est sifflé, on va voir au VAR. Très bien, on s'installe pour le tireur s'installe, le gardien est sur sa ligne, tout le monde est prêt, et là, l'arbitre demande à faire les changements. Mais d'où? Ah oui, oui, oui. D'où? Mais c'est pas possible, on fait pas les changements. Enfin, le tireur va pas rester 3 minutes devant son ballon. Bah si. Mm. Surtout qu'en plus, le tireur, c'est Kerbin. Et il se Mm. prend la tronche avec Sabag parce que Sabag voulait tirer. Je sais pas Ah, si je tu l'ai as pas vu la vu ça. séquence. Ah non, alors j'avais vu les changements, pareil, je l'ai même pas noté, mais Et bah, pareil, j'avais trouvé ça bizarre. Par contre, je l'ai pas vu ça, non. alors en Non. fait, Sabag avait pris le ballon. Sabag prend le ballon et veut tirer. Kerbin arrive, veut lui prendre le ballon. Et il a fallu qu'un troisième joueur arrive et lui dise non, mais t'es gentil, bonhomme, tu lui laisses. Bah, c'est vrai, en face, c'est juste un des meilleurs buteurs de l'histoire de sélection. Voilà quoi. Et donc, il finit par lui laisser. Mais franchement, pareil, tu vois, par rapport au sang-froid. Mm. Par rapport au sang-froid, le mec, il a fallu qu'il se batte pour récupérer le penalty qu'il devait tirer, parce qu'en plus, je pense que dans la hiérarchie, c'est réglé comme ça. Et je pense que ça a Bah, grogné depuis le banc de touche, parce qu'il y a 2-3 images où on voit Sabah qui regarde le banc de touche et qui fait genre, allez vous faire foutre. Mais, ouais. mais Ouais. voilà, ça a grogné. Donc il y a ça, et il y a le fait qu'il doit attendre 3 minutes 50 avant de pouvoir tirer. Mais Mm. c'est un truc de fou quand même. Il y a un moment, voilà. Je peux comprendre parce que sinon, franchement, pour le coup, le reste de l'arbitrage, j'ai trouvé bon aujourd'hui. Oui, 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 oui. Oui, Honnêtement, oui. Mais on a bon, vu des choses ces derniers jours qu'on n'a pas vues aujourd'hui. oui, Voilà. oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Faudra pas qu'il pète un boulon contre le Japon parce que ça sera une boucherie. Bah, c'est le risque. Mm. C'est le risque, Kagawasaki. C'est le risque de l'Iran. C'est un risque qu'on avait identifié avec ce match face à la Syrie parce qu'en plus, Mm. on connaît Hector Cooper. On sait qu'il est Oui. capable de te mettre une toile d'araignée dans laquelle tu vas venir Mm. rester collé. Ouais. Et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé en fait. Et il y a Mm. vraiment ce point de bascule, c'est ce penalty qui a tout changé. Alors après, c'est vrai que ça a été plus compliqué quand même pour la Syrie. Bah, ils ont dû faire le jeu. Donc C'est là, ça. c'était mort d'avance. Et ça a un peu Ouais. foutu leur plan en l'air quand même. Hein. Ouais. Parce que on peut même pas dire que l'Iran, honnêtement, tu regardais le bloc iranien, t'avais quand même largement des espaces à exploiter, mais ça était incapable. Oh, il y avait tellement d'espace à exploiter. Alors attends, parce qu'il faut que je me retrouve. C'est Khalilzadeh, à la fin du match, il est mort. Il y a une séquence en Oui. prolongation où il a 3 ou 4 fois des crampes.
Il en Oui, peut plus pour oui. jouer sur lui. Mais ouais, non. Et la fin de la deuxième mi-temps des prolongations, il reste 2 minutes, la Syrie joue à 11 contre 10, ça fait des passes entre les centraux parce que devant, il n'y a aucun mouvement. Tout le monde attend la balle sans bouger. Et Mais voilà. c'est ça. Et franchement, t'as un mec t'as un défenseur central qui physiquement est totalement cuit, qui en plus peut plus le cacher parce que pour le coup, bah ton corps à un Oui. moment, voilà, hein, qui en plus a été averti quasiment d'entrée de match. Mm. Mais il joue dessus. Il va faire une erreur. Mais d'ailleurs, on voyait, Cooper, il donnait beaucoup d'instructions sur le Ouais. banc, mais je pense que là, ces joueurs, ils étaient incapables de les appliquer parce que c'est une situation dans laquelle ils ne se sont jamais retrouvés. Même contre l'Inde, ils ne se sont pas retrouvés dans cette situation. Ouais, et tu vois, pour aller dans le sens de Syria sur les espoirs avec les binationaux et tout, et au-delà de la notion des joueurs naturalisés et tout, et tu fais bien de parler d'Hector Cooper à ce moment. Tout le match, en fait, il passe son temps à placer ses joueurs, à leur dire ce qu'il faut faire. Oui. C'est pour moi, pour ça qu'ils doivent le garder, hein, très clairement. Mais justement, s'il y a cette culture qui entre véritablement là-dedans, s'il arrive à leur donner un peu plus de culture tactique, de réflexion sur le jeu, oui, cette série-là, elle peut avoir de jolis lendemains. Ouais, c'est ça. C'est ça. La question, c'est toujours pareil, hein, la question avec toutes les sélections dans cette zone, Après, c'est l'après. Hein. mais le problème, c'est en plus de ça, c'est que pour le coup, faire jouer la Syrie, il va falloir y aller, hein, parce qu'il y a des gars, ils sont en place depuis 10 ans en équipe de Syrie, ils n'ont jamais joué. Donc, ils ont fait que défendre dans leur carrière. Donc, ouais. Ouais. Mais bon. Bah ouais, mais bon. Parce que Et c'est c'est vrai que là, ils se sont l'entité retrouvés. syrienne depuis des années, ça. C'est vrai que là, ils se sont retrouvés à devoir être Mm. protagonistes et ça a été plus compliqué. Mais, ouais. Mais attention, parce que, bah voilà, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va avoir un quart de finale entre deux des favoris de l'épreuve et peut-être les équipes qui donnent le moins de garanties. Les équipes qui donnent le moins de garanties et les équipes qui semblent surtout le plus faibles psychologiquement. C'est ça. Parce que le Japon, même si c'est moins flagrant que l'Iran, quand on suit le football japonais, psychologiquement, c'est compliqué. Hein. S'ils sont menés au score, c'est dur pour revenir derrière pour eux. Bah, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, d'un côté, on va avoir le Japon qui... oui, on sait, hein, Gringo, que c'est compliqué politiquement et sportivement, la Syrie. Oui, non, mais c'est pour ça que les lendemains, voilà. Voilà. Cooper va vraisemblablement prolonger. On peut espérer un peu de stabilité. Franchement, c'est la meilleure chose qui pourrait Ouais. arriver à la Syrie. Elle a fait une magnifique compétition, pour le coup. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, la Syrie, comme la Palestine, peut repartir presque avec des regrets. Ah bah là, Alors que, ah bah complètement. alors que qui aurait pensé, entre guillemets, que la Syrie, la Palestine, historique, leur qualif en huitième, ils affrontent le Qatar, champion en titre, et l'Iran, qui est un cadre du football asiatique depuis 60 ans. Et pourtant, les deux partent avec des regrets. C'est fou. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour le coup, oui, ils peuvent nourrir d'immenses regrets. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je suis en train de regarder deux, trois messages. La fragilité par moment du Japon, elle est quand même flagrante sur le but de Barini. Ouais, mais c'est une fragilité défensive. Après, ouais, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe japonaise dont on se pose la question de ses capacités de réaction, même si au final, tu t'aperçois que face au Bahreïn, elle chancelle entre guillemets un petit peu, et je parle pas d'Mbemba. J'allais faire la blague. Ouais, je sais, mais j'ai Pierre aussi dans le chat, alors je me méfie, quoi. Mais c'est terrible la rédaction Hello, hein, franchement. terrible. Tu peux rien terrible. dire. Ah non, c'est terrible. Et si tu veux même un truc de plus, ce genre de jeu de mots bien pourri, j'en ai tous les jours avec mon fils. Donc voilà, tous les jeux de mots que tu peux imaginer avec à base de joueurs de foot, ben j'y ai droit tous les jours. Donc voilà, c'est bon, je suis vacciné là-dessus. Mais et d'un autre côté, on a donc cet Iran là qui, alors qu'il a tout en main, sur un fait de jeu, peut complètement exploser. Je vous voyais, hein, dans le chat, vous disiez tout à l'heure, en 2019, ils pètent un câble, justement, ils perdent comme ça en demi. Oui, clairement. Alors, est-ce que le Japon peut s'amuser à refaire le coup? Oui, Oui. en fait. Mm. Parce qu'en fait, tout le monde le sait, au final. Tout le monde sait que l'Iran est effriable, peut exploser dans ses matchs. Et par contre, tu vois, ce qui est paradoxal, on va revenir un petit peu après sur le quart, mais ce qui est paradoxal, c'est que la séance de tir au but, Voilà, j'allais wow, dire. incroyable quand même. Elle est impeccable, franchement. Le niveau des tirs. Par contre, demain, si je vois que le coach iranien il dit que c'était de la chance, comme le coach tadjik, je pète un câble par contre. Parce que. Je sais là, pas, franchement, ça bosse quand même pour les tirer comme la ça. qualité des tirs, c'est pas de la chance. Hein. Non. D'ailleurs, on peut même dire que ça s'est joué à la qualité du tir parce que Oui. le pauvre Fad Youssef, son tir au but, il est
catastrophique. Je sais pas si tu as fait gaffe, Beiravand en fait le prend dans la tête. Oui. Il l'arrête pas avec ses mains, ça rebondit sur son visage et après ça va dans ses mains. Enfin, son tir est terrible. Franchement, son tir est terrible. Et du côté syrien, le pauvre Madania, il peut pas faire grand chose parce qu'encore une fois, du coup, on parlait des gardiens. Gros match de Madania aussi aujourd'hui. Très gros match de Madania. Il a dégoûté Azmoun. Oui, non, mais c'est clair. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, enfin incroyable. Franchement, le pauvre peut rien. Je crois qu'il en touche un. Il me semble qu'il en touche un. Alors je sais plus lequel. Je crois que c'est le troisième. Il y a un nain qui a sur sa droite. Il la touche main gauche. Mais ça va trop. Le ballon est trop puissant. Ça va être le troisième. Je crois que c'est le troisième. Ou alors peut-être le deuxième plutôt. Je sais plus. Mais il y en a un, peut-être que quelqu'un aura la réponse dans le chat. Quand tu compares les tirs à but iraniens et ce que font le Japon, ça fait peur. Si ça va au tir au but, c'est fini pour le Japon. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le niveau, c'est le troisième. Ok, merci Al-Rami. Le niveau technique, voilà, on peut l'envoyer à tous les entraîneurs français, hein, les amateurs de la loterie. Regardez le niveau technique des tirs au but iraniens et vous verrez si c'est de la loterie. Donc voilà. Mais du coup, faut souhaiter aux Japonais de ne pas aller jusqu'au tir au but contre l'Iran. Oui. Parce que là, c'est même pas la peine. Oui. Bah oui, parce que jouer. On sait jamais. Peut-être que Suzuki se réveille sur cette séance-là. Oui, mais le problème, c'est pas le gardien du Japon, c'est les tireurs. C'est vrai aussi. Ouais, quoique. Ouais, si, c'est vrai. C'est vrai. En plus, avec un peu de chance. J'essaie de trouver des notes d'optimisme. Vu que c'est en fin de match, en plus, avec un peu de chance, t'as ceux qui savent tirer qui sont sortis à la place de Minamino. Bah, voilà, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Minamino Asano. Est-ce que tu es serein avec une Minamino Asano au tir au but, toi? Non. Voilà. Ouais, je me souviens au mondial. Ouais, non, c'est vrai. Vous avez raison. J'ai essayé de trouver une note d'optimisme. Parce que c'est sûr qu'il ne faudra pas compter. Enfin, peut-être qu'elle est là, la note d'optimisme, dans la phrase que je vais prononcer. Si ça va au tir au but, il ne faudra pas compter sur une erreur iranienne. Voilà. Si vous êtes supporter du Japon, je vous transmets mon RIB pour la qualification. Et donc voilà, on va aller les regarder. Et la raison d'avoir un Furuhashi à Osako en remplaçant. Oui. La dernière bonne séance au tir au but du Japon, c'est la demi 2011 face à la Corée. Ouais. Allez, je me mouille. Corée du Sud, Jordanie, Ouzbékistan, Iran. Voilà pour Al-Rami. Justement, on va y aller sur les quarts de finale. On va se projeter un petit peu sur ces quarts de finale, puisque on les a. Vous les voyez, ils sont sous vos écrans. Je vais juste afficher une page où j'ai l'ordre, parce que c'est pas l'ordre dans lequel le tableau est affiché. C'est toujours ça qui est assez rigolo. Ce qui est bien en tout cas, c'est que les quatre auront des physionomies très très différentes et des contextes très différents. Ouais, et ce qui est, je trouve, très intéressant aussi dans tout cela, c'est que ça fait quand même un vrai panel de l'ensemble du football asiatique. Globalement, ouais. Donc c'est assez intéressant pour cela. Parce que bon, il y a les traditionnels, et puis il y a de l'Asie centrale, il y a du football britannique des années 80 avec l'Australie. Non, mais c'est vrai, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que pour le coup, ça te montre un petit peu tout le panel de cette confédération qui est pas grande en termes de nombre de sélections, de fédérations, mais qui est grande géographiquement parlant, qui est immense. Parce qu'il y a 54 équipes, je crois, 54 fédérations, je crois, en Asie. Et c'est pas immense, l'UEFA c'est 51, je crois, ou 57, je sais plus. Voilà. Mais bon, c'est vrai que elle est quand même, il est intéressant ce plateau, ce top 8, parce que pour le coup, on va avoir tous les éléments spécifiques à chacune des régions. Qui sont représentés. C'est peut-être pour ça que c'est assez sympa. Voilà, alors on va y aller dans l'ordre pour les quarts de finale. On va y aller dans l'ordre d'apparition, parce que le premier est probablement le plus excitant de tous, en termes de football, en termes de spectacle annoncé. Ça va finir avec un 0-0 dégueulasse. Football champagne, Joga Bonito, voilà tout ça. Voilà. Normalement, c'est le match qui envoie le plus de spectacles. C'est Tadjikistan-Jordanie, c'est vendredi à 12h30.
on se posera peut-être pour le faire en live. Je sais que Boris n'est pas là au début, mais peut-être que voilà, je vais voir avec lui ou avec quelqu'un d'autre de Hello, ou tout seul avec vous. Parce que franchement, ça peut être sympa de se poser devant ce match-là. Tadjikistan-Jordanie, voilà, c'est le match bonbon, hein, on en a parlé l'autre jour. On peut manger clairement. Alors, Ami, tu peux manger avant ce match, vraiment. Je pense. Oui, oui, oui. Pour ceux qui bossent après, pas besoin de café. A priori, voilà. Bah, après, j'ai même envie de vous dire, posez votre vendredi. Ouais. Hein, Oui. concrètement. Oui. Alors, par contre, bon, une fois qu'on va sortir de ce Tadjikistan-Jordanie, il va falloir bien se mouiller la nuque parce que on risque le choc. Hein, puisque derrière, c'est Australie-Corée du Sud. 16h30, Australie-Corée du Sud. Australie-Corée du Sud à 16h30. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais pourquoi ils n'ont pas inversé? Je sais pas. Parce que du coup, ça veut dire que les Jordaniens vont regarder leur match à fin de matinée et les Coréens, ce sera la nuit. Bah écoute, ouais, je vais aller vérifier s'ils n'ont pas inversé, mais sur la feuille que j'ai, Ah, voilà. mais je te crois, mais Non, c'est non, mais bizarre. c'est vrai que ça serait logique qu'ils inversent. Mais bon. Non, non, c'est bien ça. Ouais, bah, Ils n'ont pas inversé. c'est le plus grand écart du coup. Alors qu'en plus, franchement, pour le coup, qu'ils inversent ou pas, on s'en fiche un peu quand même. Oui, ça change pas grand-chose. On s'en fiche un peu, mais non, non, non. Alors, Tadjikistan-Jordanie sera arbitré par notre ami irano-australien Ali Reza Fagani. C'est quand même assez amusant de mettre un arbitre australien pour décider de qui sera l'adversaire de l'Australie. Non, non, mais attends, c'est marrant de mettre un arbitre australien pour l'adversaire d'Australie, et c'est marrant de mettre un arbitre d'origine iranienne pour arbitrer le Tadjikistan. C'est vrai. C'est vrai. Là, force à la Jordanie. Hein. Oui. Force à la Jordanie, c'est vrai. Voilà. Voilà. Moussa, on croit en toi. Team Moussa Tamari ici. Voilà, donc ça, ce sera le match de 14h, de 12h30, 16h30, Australie, Corée du Sud. Voilà, hein, avec la. Est-ce qu'on a la nationalité de l'arbitre? Australie, Corée du Sud, oui. Ouais. Au Mans. Ah, dommage. Un arbitre japonais, ça aurait été sympa. Non, ça ira. Rouge pour la Corée. Tu veux que je te dise? Ouais. J'ai pas encore, les noms sont pas encore affichés là où c'est inscrit, mais je te parie que le Qatar-Ouzbékistan sera arbitré par un japonais. Oh, ce serait surprenant. Ils ont pas déjà eu un japonais, la remarque? Attends, ça serait peut-être un peu gros. Ah non, ils avaient un chinois. Ah, Qatar-Palestine, c'était un chinois. Ah. Allez, je mets une petite piécette sur arbitre japonais pour Qatar-Ouzbékistan. Voilà. Ouais. Donc voilà, Fagani, il est encore là, oui. Faut pas qu'ils fassent la célébration du thé, les Jordaniens. Non. Bah en fait, Ah oui. si, ils peuvent. À plusieurs, devant leur public, ils peuvent. Oui, non, parce que c'est l'Ouzbékistan en face, le Tadjikistan en face. Donc là, par contre, ça sera pas bon. Ça. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, il s'est pas pris une peine disciplinaire. Écoute, sur la feuille que j'ai, Là, on est en Asie. Attends. alors déjà, on est en Asie. Et franchement, sur la feuille que j'ai, c'est lui qui est annoncé. Hein. Donc, le gars l'Australien qui avait arbitré Émirat Liban pour les qualifs à la Coupe du Monde 2022, qui avait sifflé un pénalty inexistant pour les Émirats et qui avait refusé un pénalty absolument, enfin qui avait pas donné pénalty alors que l'Émirati avait fait une main dans sa surface. Donc il avait fait 2 erreurs en 5 minutes, involontaires bien évidemment. Il arbitre encore. Donc c'est l'Asie. C'est l'Asie. Je vais aller quand même checker s'ils m'ont donné les arbitres. Où est-ce que je. And then there were 8. Ok, super. Est-ce que j'ai les arbitres qui sont affichés sur le site de la fédération? Non, ils sont pas donnés là. Bon, on va le garder. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être 100% officiel. Je sais pas s'ils l'ont mis dans le portail média. Ils vont le mettre discrètement seulement. Ouais, j'essaye de voir. Non, il n'y a pas le. Non, il n'y a pas le nom des arbitres de la désignation. Bon, on va le garder de côté, on ne sait jamais. Mais bon, après, il n'y a aucune raison à ce que Fagani soit exclu. Hein. Il n'a pas. Enfin, il n'a pas fait de. En plus, on l'a dit l'autre soir, il n'a pas fait d'erreur. Hein. Donc voilà. Ça sera les matchs de vendredi. Heureusement que Wilmar Roldan n'est pas australien. Il ferait la finale sinon. Il ferait la finale. Donc, je le disais, ça, ce sont les rendez-vous de vendredi, parce que les 2 premiers quarts de finale auront lieu vendredi. Et là, ils ont fait les choses bien. Les équipes qui vont s'affronter en demi-finale jouent le même jour. C'est incroyable. C'était pas le cas là.
Parce qu'on rappelle aussi que le Australie-Corée du Sud, l'Australie a 2 jours de récupération de plus que la Corée du Sud. Ouais. Sachant Voilà. qu'en plus, la Corée du Sud a été jusqu'en prolongation, jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout de tout ce qui peut aller. Voilà. Tandis que l'Australie est en promenade de santé. Voilà. Bon. Et s'est posé tranquillement pendant 2 jours. Aziz Beyish a pu signer son prêt à Al Nasser et des trucs comme ça. Voilà. Donc, bref, voilà. Et samedi, Iran-Japon à 12h30. Là, ça paraît assez logique que ça se joue à 12h30 hein, pour le public japonais. C'est marrant quand même que le public japonais soit autant choyé par rapport au public coréen. C'est curieux ça quand même. Hein. C'est pas du tout le cas depuis des années. Bref, pardon. Continue. J'ai rien dit. Continue parce que plus le blanc dure, plus c'est dangereux pour moi. Ouais, je sais, c'est pour ça que je le laisse. Voilà. Parce que je suis un pourri. Et heureusement, il n'y a pas Baptiste, parce que sinon, il y avait deux mamans qui prenaient là. Là, pendant 10 minutes, on en parlait. Là. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, donc 12h30, Iran-Japon. Et 16h30 samedi, Qatar-Ouzbékistan. Voilà les rendez-vous des quarts de finale. Difficile de pronostiquer hein, les demi-finales. Franchement, pour le coup, en plus, vraiment très difficile parce que quel que soit le match, franchement, le Tadjikistan-Jordanie est incroyablement ouvert. Oui, mais en fait, l'Australie-Corée mis à part, les trois sont très, très, très ouverts. L'Australie-Corée aussi, mais peut-être j'ai quand même tendance à me dire que l'Australie a toutes les cartes en main, on va dire, par rapport à la Corée. Bah, en fait, là où il y a une petite once d'espoir, entre guillemets, par rapport à la Corée, c'est que si il y a eu un déclic côté coréen par rapport à la fin de match, même si on l'a dit hier, hein, l'Arabie Saoudite s'est effondrée toute seule, machin et tout, mais par exemple, franchement, le Australie-Corée du Sud, on a dit l'Arabie Saoudite s'est suicidée en reculant et en laissant le ballon à la Corée du Sud. Je peux t'assurer que l'Australie va leur laisser la balle. Hein. Oui, je viens. Donc, pourquoi pas? Mais on l'avait dit, c'est sûr que s'ils passent leur match à arroser de centre, bon, bah voilà. C'est même pas la peine. Ça risque d'être vite compliqué. Mais en tout cas, En tout cas, Qatar-Ouzbékistan et Iran-Japon, absolument imprévisible. Mais vraiment, vraiment imprévisible. Complètement. Bon, comme le dit Xixon, hein, tout est ouvert, c'est cool. Oui, c'est aussi pour ça qu'on aime ces compétitions-là. Il faut que Baptiste passe ce jour de coupe après le quart de la Corée. Bah, s'il peut, mais ça tombe tard chez lui. Hein. Enfin, ça tombe tôt le matin, du coup, chez lui, les jours de coupe. Mais bon. Moi, malheureusement, je ne serai pas là ce week-end. Voilà. Je ferai que les demi, pas les quarts. Voilà, je serai tout seul, messieurs, dames. Non, peut-être que je vais voir si Baptiste peut pas mettre son réveil. Là, c'est bon. En plus, pour jouer l'Australie, il va passer son temps à insulter tout le monde parce qu'il adore l'Australie, c'est son pays préféré dans la Confédération, bien évidemment. Donc, écoutez, on verra. Comme beaucoup de monde quelque part. Pardon ? Comme beaucoup de monde quelque part. Ah, comme à peu près, je pense, tout le reste de l'Asie. Oh, j'allais pas aller jusque-là. Oh, bah, je pense que toute l'Asie ne veut pas des Australiens, mais bon. Non, je voulais pas aller jusque-là parce que Hello parle de l'Australie, donc ce serait dommage de taper sur le travail des copains. Quoi, donc, Ah non, mais moi j'ai aucun problème. Moi j'adore, j'ai aucun problème avec l'Australie. Je suis totalement, tu vois, par exemple, la A-League sur Hello, je la suis depuis les débuts de Hello. Hein. C'est le premier dossier sur Hello en 2008, tu vois, donc voilà. L'Australie, super pays, très beau paysage. Ouais, voilà, non, mais bon, si on doit revenir sur l'histoire, le fait de les avoir mis en Asie a flingué l'Océanie, qui était déjà pas élevée, mais dans ces cas-là, il faut mettre tout le monde. Mais il faut couper la Confédération en deux, enfin, c'est le même problème. Le problème, c'est qu'ils sont loin de tout, les Australiens. Et pourquoi les Australiens et pas les Néo-Zélandais, tu vois? Mais dans ces cas-là, si tu prends les... Tu mets les Néo-Zélandais, et puis alors après... Le problème, c'est que les autres pays de l'OFC, à part l'Australie et Nouvelle-Zélande, en Asie, ça existerait à peine, quoi. Bah oui, et en plus, le problème, c'est que si tu mets l'Australie et que tu commences à te dire, mais pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? Ah bah d'accord, on va mettre la Nouvelle-Zélande. Ah bah ouais, mais alors, qu'est-ce qu'ils font, Samoa, Fidji? Ils font plus rien. Ouais. Et déjà que l'Océanie a du mal à se développer, déjà qu'ils ont droit à des miettes à chaque fois. Bon, voilà, mais c'est compliqué. En plus, franchement, ils ont mis l'Australie en Asie alors que la A-League, c'est un championnat australo-néo-zélandais. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, là en ce moment, si vous suivez la A-League, c'est Wellington qui est en tête. Hein. Si Wellington est champion, ils n'ont pas le droit de jouer des compétitions de l'AFC puisqu'ils sont représentants de l'Océanie. Donc vous imaginez le bordel quand même. Donc voilà, est-ce que c'est pertinent de mettre le Liban et le Japon dans la même confédération aussi? Bah, c'est la question. On en revient à la question de la taille géographique de la confédération. Le problème, c'est comme on disait en off hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le problème, c'est que la visibilité internationale est à l'est et les sous sont à l'ouest. C'est ça. Tu ne peux pas séparer les deux.
Bah, en fait, si tu sépares les deux, Oui, enfin, y en a qui auront plus de thunes. voilà. Et il y en a qui auront plein de thunes, mais tout le monde s'en foutra. Voilà. Et c'est le problème. Enfin, il y en a qui auront plein de thunes. Il y a 3-4 pays qui auront plein de thunes. Les autres de la zone n'auront rien. Ah bah, faut voir le foot en Jordanie, là-bas, Bah ouais, non, mais c'est ça. ça fait les fonds de tiroir, hein, les clubs. Pourtant, ça voit quand même une sélection de quart, comme quoi. Mais c'est l'éternel débat de cette. Je crois qu'on a déjà fait des 9-10 là-dessus, ou peut-être même des podcasts sur la taille de cette confédération. Voilà. Son problème à cette confédération, c'est sa taille géographique et non pas le nombre de pays qu'il y a, parce que, Oui. on l'a dit, elle n'est pas si grande que ça. C'était un nombre comparable à ce qu'il y a au nombre de pays en Afrique, au nombre de pays en Amérique du Nord, en CONCACAF, pardon. Pas en Amérique du Nord, parce que CONCACAF, il y a l'Amérique centrale aussi dedans et les Caraïbes, et, ou en UEFA. Donc voilà, le problème, c'est. Le problème, c'est ça, c'est les distances géographiques. Bon, voilà. Mais bref, mais l'Australie, on aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime Mm. beaucoup. Le développement de la A-League est quand même hyper intéressant. Ça Mm. plafonne maintenant parce qu'ils arrivent à leurs limites, Mm. qui sont leurs distances par rapport au reste. Et Mm. par le fait qu'ils ne peuvent pas lutter parce qu'ils n'ont pas de visibilité, puisque leur club joue pas la. Enfin, continental. En plus, tu vois, c'est les seuls à s'être véritablement sanctionnés avec la Covid. Oui. Donc eux, ils ont perdu des places en Champions League parce qu'ils faisaient pas les matchs sur des hubs. Pourquoi? Parce que les mecs étaient en quarantaine. Mm. Donc voilà, on a des nouvelles de la future D2 australienne. Elle arrive. Il y a des clubs qui ont été sélectionnés. Ah, il y aura une D2 australienne? Ouais, ils mettent en Ah, c'est place sympa, ça. une D2, Ah, une vraie c'est bien, ça. pyramide. Pas encore de promotion-relégation tout de suite, mais ça viendra à terme. Mais en gros, Tant mieux. ils veulent véritablement faire ça. On en avait parlé avec Antoine dans un 9-10 et ça c'est. Ils ont donné. Est-ce qu'ils ont donné les clubs? Je crois qu'ils ont donné les clubs. J'ai un trou de mémoire, mais voilà. Mais ils vont véritablement. Eux, franchement, ils travaillent, ils font des choses pas trop mal à Pendant, leur échelle. pendant ce temps, folklore asiatique, petite anecdote, la Singapour Premier League reprend dans un mois. Il y a un 10e club qui est censé être arrivé, il a toujours pas été annoncé. Voilà. Magnifique. Mais Voilà. tu vois, Petite justement, anecdote pour finir. mais tu vois, par exemple, la différence, c'est que l'Australie, pour la D2, elle a fait une sorte d'appel d'offres. Plein de clubs se sont ont déposé leur candidature, ont déposé leur dossier, et ils en ont retenu un certain nombre seulement. En plus, ils vont s'appuyer sur des équipes historiques du football australien qui remontent aux années 20, 30, enfin, tu vois, toutes les équipes ethniques de l'époque. Donc voilà, il y a un peu C'est de tout. sympa. Et il y aura encore des équipes. Je crois qu'il y a une équipe basée à Auckland. Donc il y aura une équipe néo-zélandaise. Mais bon, voilà, il y a pas mal de franchises historiques du football australien. Et je vous invite à écouter ce que l'on a déjà écrit, à écouter ce que l'on a enregistré et à lire ce qu'on a écrit. Sur le sujet, il y a pas mal de trucs là-dessus sur Hello, sur le football ethnique en Australie. L'importance de ce football, on appelle ça le football ethnique, hein, des Croates, des Italiens notamment, et de l'ancienne Yougoslavie de manière générale. Voilà. Et ils ont une D2 qui arrive, parfaitement organisée. Ils ont un championnat qui est parfaitement organisé, un football féminin qui est parfaitement organisé, beaucoup mieux organisé que le football féminin en France, par exemple. L'occasion, Ou qu'au une fois de Japon. plus, de faire la bise à la Fédération française de foot et dans sa gestion Mm. du football féminin. Ah bah. Au, Euh, au- au Japon, je te rassure, c'est pas bien mieux. non, mais pour le coup, tu vois, pour le coup, l'Australie est un. Franchement, il y a pas mal de pays qui pourraient s'en servir comme modèle parce qu'ils n'ont Oui. pas beaucoup de moyens. Financièrement parlant, c'est très compliqué. Ils ont des clubs qui tirent la langue. Mm. Vraiment, pour le coup. Genre Western United, c'est compliqué en ce Bah, moment. quelque part Financièrement, c'est comme tous les compliqué. championnats en Asie hors golf, Ouais, globalement. mais tu vois, par exemple, Mm. ils ont quand même des joueurs vedettes du championnat qui se barrent en Malaisie, quoi. Après, la Malaisie et Johor, ils alignent. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Bon. Et Mm. ils n'ont pas les moyens. Alors, ils ont un salary cap et tout, machin. Mais il y a des problèmes d'affluence, il y a des soucis, ça plafonne un petit peu. Ils ont des petits soucis en ce moment. Enfin, depuis quelques temps, ils ont du mal à remonter la pente. La Covid a fait très mal en Australie. Mm. Mais bon,
pour le coup, ils bossent pas trop mal, indépendamment du fait que le patron de la Ligue est un ancien du Citigroup. Voilà, l'occasion de mettre une petite bâche aussi au Citigroup. Non, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir ça. Le Citigroup, oui, on te déteste. Voilà, bref, ça c'est les rendez-vous d'écart. On a fait une bonne grosse parenthèse là, c'était bien. C'est bien ça comparé aux USA, c'est le bordel complet. C'est pas autant le bordel aux USA, mais il n'y a pas de D2 à proprement parler. L'USL est quand même ultra organisé, gringo. L'USL aux USA, c'est pas mal. Et la MLS, c'est pas mal organisé avec MLS Pro Next et compagnie. Non, franchement. Et en plus, que je ferme la parenthèse là-dessus, l'Australie s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis. Donc voilà, même la création de la A-League était un modèle australien de la MLS. Donc voilà. Bref, je vous invite, on en a déjà beaucoup parlé sur Hello, on en reparlera si vous voulez, un de ces quatre. Il n'y a pas de souci. On va donc arrêter on arrive au bout. On a fait quand même 1h15 sur 2 matchs. Bref, 1h15 sur 2 matchs, mais c'est pas grave. Vous avez les rendez-vous des quarts de finale, vendredi et samedi. Sachez que vos vendredis, et c'est pour ça que je vous disais posez votre vendredi, parce que l'Afrique arrive aussi vendredi, et ça ne se chevauche pas pour le coup, sauf si prolongation, tir au but et machin, et c'est possible en plus avec l'Australie-Corée du Sud. Ça se chevauche pas. Hein quel dommage que ça ne se chevauche pas, parce que franchement... ça va se chevaucher un tout petit peu, 16h30, ouais si ça se chevauche un tout petit peu, puisque je vais vous donner le programme de l'Afrique. Nigeria-Angola à 18h vendredi, et après il y a RDC-Guinée à 21h. Il va falloir quand même se taper une heure et quart d'Australie-Corée. Voilà, mais ça se trouve le match sera dingue, on sait jamais. On sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un accident. Toi-même, tu n'y crois pas. On n'est pas à l'abri d'un accident. 21h RDC Guinée, ça c'est vendredi, et samedi Mali Côte d'Ivoire à 18h, Cap-Vert Afrique du Sud à 21h. Et bien voilà, messieurs dames, nous arrivons au bout de ce 18e épisode. Merci Kylian. Merci. Et on se retrouve pour les demi. Ouais, pour les demi. Je serai là pour les deux. Voilà. Parce qu'en plus c'est pas sur le même jour, donc voilà. Oui, c'est. Ça serait dommage. Ah, allez, on dira rien. Voilà. Manquerait plus que ça joue le même jour. Ouais. Bref. Comme on dit chez moi, Akita Kyushu, Oyasumi Matane. Bonne nuit, à bientôt. Moi, je savais dire bonne nuit, je peux vous le dire. Oyasumi Nasai. Ça veut dire bonne nuit, si j'ai bonne mémoire. Bref, voilà, on va en rester là. Fin de cet épisode 18 de Jour de Coupe. On se retrouve forcément pas demain parce que c'est la pause, que ce soit en Afrique ou en Asie. On se retrouve vendredi soir pour les 4 matchs, les 4 premiers quarts de finale. Et donc pour le 19e épisode, merci à tous ceux qui sont dans le chat tous les soirs. Merci merci aux petits nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. Bienvenue sur la planète Hello, comme on dit. On se revoit vendredi soir égale divertissement, ça devrait. Merci à tous, bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match au pluriel parce que ça joue notamment en Argentine et ça joue notamment au Mexique. Si vous voulez vous faire une bonne nuit de football, vous pouvez y aller. Il y a River qui joue à 1h30 contre Barracas Central, je crois que c'est 1h30. Et vous avez du Mexique, après à 2h et à 4h. Bref, vous avez de quoi vous amuser. Bref, bonne nuit à tous ou bon match. Et on se retrouve vendredi pour le 19e épisode de Jour de Coupe. Salut tout le monde.